quelques mots simplement pour introduire le débat, et puis pour dire que, évidemment, pour nous qui sommes des républicains, qui réfléchissons pendant 3 jours à la possibilité de trouver des convergences de la gauche républicaine, il était particulièrement important, particulièrement évident de réfléchir à la question des médias, à la question de la presse, qui est évidemment une liberté fondamentale dans l'état de droit, un des piliers de l'état de droit, et qui pourtant fait largement débat. Bien entendu, dans l'histoire, excusez-moi parce que j'ai couru, donc je suis un peu essoufflé. Dans l'histoire, c'est d'abord des régimes autoritaires qui ont menacé la liberté de la presse, son pluralisme. Et aujourd'hui, dans les démocraties occidentales, on peut considérer que l'état de droit garantit la liberté de la presse. Mais finalement, il apparaît pourtant que le pluralisme, d'une certaine manière, a régressé, alors même que le triomphe de la démocratie aurait dû garantir la liberté de la presse. Alors, évidemment, la figure du magnat de la presse existe de très longue date, mais aujourd'hui, c'est une nouvelle forme de capitalisme financier mondialisé qui a abouti à la concentration, à la détention d'un certain nombre de titres de presse par un faible nombre de possédants. Et on voit bien que cette détention menace d'une certaine manière le pluralisme qui, au lieu de se diversifier, a d'une certaine manière dans nos démocraties régressé. Parallèlement, on a l'impression que la suspicion d'une grande partie de nos concitoyens vis-à-vis de la presse ne cesse de progresser et que la presse est souvent considérée par un grand nombre de nos concitoyens comme finalement un acteur d'un système de domination qui est fortement critiqué, fortement remis en cause, et la presse, contrairement à ce qu'on évoquait sur l'histoire, eh bien, au lieu d'être du côté des citoyens, apparaît pour certains d'entre eux comme finalement un acteur de la domination. Et pourtant, la presse continue d'être évidemment un acteur fondamental du débat public, avec parfois une participation très concrète au débat politique et à l'histoire même. Citons comme exemple récemment le Canard enchaîné et ses révélations qui finalement ont fait basculer l'élection présidentielle d'une certaine manière. Citons aussi Charlie Hebdo et finalement ce combat acharné pour la liberté d'expression que des journalistes ont payé dans le sang et qui d'ailleurs a suscité une mobilisation exceptionnelle de nos concitoyens qui, à cette occasion-là, percevaient la dimension fondamentale de la liberté d'expression et de la liberté de la presse. Alors, bien entendu, la multitude des sources d'information, leur facilité d'accès, la gratuité partout, rendent le modèle économique des médias, de la plupart des médias, particulièrement difficile à assumer. Et il nous faut une réflexion, effectivement, sur la capacité que nous avons dans nos démocraties de développer un pluralisme qui soit, autant que possible, indépendant des puissances financières, indépendant finalement de la classe dominante. Parce que Marx disait que la pensée dominante est la pensée de la classe dominante. Et ces dernières années ont montré que cette réalité était particulièrement prégnante. Le débat sur le traité constitutionnel européen en 2005 en a été un exemple particulièrement frappant. Alors, je vais sans plus tarder passer la parole à nos invités, notamment donc à Léo Purguette, qui peut-être nous parlera du combat récent, d'ailleurs, de la Marseillaise, un journal d'opinion qui, dans cette difficulté de soutenir un modèle économique tenable, eh bien, a connu récemment un épisode plutôt heureux d'un feuilleton ancien et long. Donc vous nous direz, dans la presse quotidienne régionale d'opinion, quel est le quotidien et quelles sont les difficultés que vous rencontrez, quels sont aussi les défis de demain. Quant à Nora Hamadi, qui nous fait l'honneur d'être parmi nous, elle est journaliste dans un média public,
d'un caractère un peu particulier, puisque binationale, et évidemment, elle pourra nous parler de ce que l'audiovisuel public apporte comme garantie démocratique dans nos sociétés et tout particulièrement dans notre République. Vous me permettrez d'excuser l'absence de Aude Lancelin, qui devait être également parmi nous, mais dans l'actualité aussi de son média tout particulier, l'actualité un peu orageuse, la contrainte à rester à Paris, vigilante sur l'avenir de ce média, qui lui aussi est probablement assez utile à notre débat démocratique. Voilà, Léo Purguet, merci d'être avec nous. Merci. Oui, je vais vous parler donc de la Marseillaise. Certains d'entre vous la connaissent bien, d'autres moins. Alors je vais essayer d'être le plus simple dans ma présentation. La Marseillaise, c'est un quotidien régional d'opinion, en effet, un des derniers qui résiste en France. Alors pourquoi j'emploie le mot résister? Parce qu'évidemment, c'est un combat de tous les jours, et parce que notre titre est né de la résistance. Notre titre a été fondé dans la clandestinité par des résistants à l'occupation nazie le 1er décembre 1943. Et depuis lors, nous faisons vivre les valeurs du Conseil national de la résistance dans nos colonnes, avec bien des difficultés, puisque ça a été dit par Ladislas, nous avons évidemment un paysage médiatique qui est en pleine mutation, des défis notamment le numérique, pour lesquels il faut avoir les moyens d'investir, et nous sommes jaloux de notre indépendance. Nous ne sommes donc pas affiliés à un grand groupe financier, voire militaro-financier, comme il en existe malheureusement trop, qui mettent la main sur des titres de presse nationale. Alors, nous avons été confrontés à des grandes difficultés financières, à plusieurs reprises, dans la période récente, mais aussi il y a plus longtemps. Nous avons malheureusement dû subir un plan de licenciement, mais ce qui était en jeu à ce moment-là, c'était la survie ou non de la Marseillaise, et à travers elle, du pluralisme de la presse régionale, puisque, vous le savez, dans beaucoup d'autres régions, un seul titre existe. Nous avons bénéficié d'un appel d'un très large éventail de personnalités, y compris des personnalités de droite, dont nous combattons les idées, qui ont accepté de signer un appel qui s'est appelé l'appel du 18 décembre, pour dire que la Marseillaise doit continuer de vivre et de jouer ce rôle dans la démocratie locale. Nous avons une association d'amis, les Amis de la Marseillaise, qui ont mené un combat acharné, qui ont mené un combat pour trouver des solutions, pour trouver des investissements, et pour lever une souscription des lecteurs qui a été formidable. Nous avons donc passé cette turbulence douloureuse, et nous sommes sortis du redressement judiciaire juste avant l'été. C'est évidemment une victoire pour nous, c'est une victoire pour notre syndicat, la CGT, et c'est une victoire, j'ai envie de dire, pour tous les progressistes, pour tous ceux qui croient qu'il y a nécessité de médias qui abordent des sujets d'importance qu'on ne voit pas ailleurs, qui donnent la parole à ceux qu'on ne voit pas ailleurs. D'ailleurs, je vous ai apporté les deux dernières unes de la Marseillaise. Bon, Emmanuel Morel est dans la première, et dans la seconde, voilà, il y a une victoire, je ne sais pas si on la voit bien, voilà, une victoire sociale, mais d'ampleur. C'est la victoire des McDo de Saint-Barthélemy. J'en dis un mot parce que notre travail, c'est pas simplement vous raconter comment les journalistes arrivent finalement à conserver leur emploi. Notre travail, c'est ça. Notre travail, c'est de mettre en avant la question sociale sur ce territoire. Il faut savoir que le McDo de Saint-Barthélemy, il est donc situé dans le quartier nord de Marseille, c'est le 3e employeur privé des quartiers nord. C'est vous dire le désert d'emploi qui existe dans ces quartiers, la misère et le manque d'équipements collectifs.
Ce McDo, c'était, et j'espère que ça sera toujours, un lieu de vie dans un quartier sinistré. Il a été l'objet d'une procédure de cession qui était en fait destinée, et ça a été reconnu par la justice hier, c'est la raison pour laquelle nous titrons la grande victoire des McDo, eh bien ça a été l'objet d'une procédure de cession frauduleuse en vérité, avec un homme de paille qui était chargé de récupérer le restaurant pour finalement, très probablement, réaliser une opération immobilière sur le foncier disponible. Bon, ça, voilà, la Marseillaise a été en pointe sur la couverture de ce conflit, et hier soir, nous étions heureux de pouvoir titrer aujourd'hui sur cette lutte sociale déterminante. 77 salariés qui ont fait plier une multinationale, ça n'est pas rien, ça se passe à Marseille, et c'est l'essence de notre métier. Voilà, je ne serai pas plus long, on aura l'occasion d'échanger, je pense. Bonjour à tous. Écoutez, déjà, je suis ravie d'être parmi vous aujourd'hui. Alors, je voulais un petit peu revenir, parce que j'ai été un petit peu interpellée par le titre de ce débat qui était « Contre-pouvoir ou servitude ». Et ça m'a fait un peu réfléchir, et je me suis dit, tiens, si je devais m'interroger aujourd'hui sur qu'est-ce que sont les médias, s'agit-il d'un contre-pouvoir ou aujourd'hui a-t-on affaire en fait, à une forme de servitude, et vous l'avez assez bien posé en propos liminaire. Quand j'écoute ce que vient de nous dire Léo à l'instant, je me dis, effectivement, aujourd'hui, la presse reste avant tout un contre-pouvoir. Vous avez évoqué la dernière présidentielle, on l'a vu encore ces derniers temps avec l'affaire Benalla qui a été révélée par le journal Le Monde. Pas plus tard que cette semaine, les ennuis fiscaux de Laura Flessel qui l'auront poussé à la démission. Voilà, le Canard enchaîné, Mediapart, enfin on a énormément, et vous parliez des médias publics, je pense à Cache Investigation qui a permis, souvenez-vous, de révéler aussi les LuxLeaks. Donc d'un point de vue international, en fait, il y a aussi cette manière d'aller chercher l'information qui est globalement possible à partir du moment où vous avez des médias indépendants qui sont en capacité en fait de financer ces enquêtes au long cours, et malheureusement c'est de moins en moins possible, et on le voit en fait sur la scène locale. Je prends Marseille puisque ici nous sommes à Marseille, parce que c'est une ville de cœur et que j'y suis assez régulièrement. Nous n'aurions pas ce marasme politique s'il y avait une puissante presse locale indépendante en capacité en fait d'enquêter et d'enquêter au long cours sur les malversations, sur la corruption, sur la manière en fait dont la politique se fait ici dans le sud de la France. Et c'est le cas, malheureusement, ce n'est pas le cas qu'à Marseille. Ici c'est presque symbolique, tellement c'est... voilà. Mais malheureusement c'est le cas partout. Et vous le disiez sur le fait que ce manque de pluralisme et le fait que ces groupes font qu'il n'y a aujourd'hui en région qu'un seul titre pour traiter en fait de ces questions crée une vraie distorsion et un manque complet de contre-pouvoir. Voilà. C'est le cas par exemple, on prend la dépêche du midi, quand on sait à qui appartient le titre. C'est le cas dans le centre, c'est le cas aujourd'hui avec le groupe EBRA, le groupe EBRA qui rassemble, pour ceux qui ne connaîtraient pas, tous les titres en fait, de l'Est de la France, les dernières nouvelles d'Alsace, le Progrès, voilà. Vous avez un groupe en fait, qui est rattaché au Crédit Mutuel, qui a donc mis en place des plans sociaux et qui a rassemblé en fait, tout ça sous une seule et même tutelle, et qui fait qu'aujourd'hui, en termes de pluralisme et de traitement de l'actualité, on a quand même largement baissé en qualité. Donc, il est évident que la presse est un contre-pouvoir, mais pour pouvoir bénéficier encore de ce contre-pouvoir, encore faut-il en fait que nous nous attachions à le maintenir. Et ça, c'est l'affaire de tous. L'affaire de tous, pourquoi? Parce que je ne sais pas qui d'entre vous aujourd'hui, je vais vous demander de lever la main, continue d'acheter la presse. Écoutez, vous êtes de bons élèves. Si j'avais... Voilà, c'est ça. Je fais régulièrement ce test, notamment auprès de jeunes étudiants, voire de scolaires, qui aujourd'hui achètent encore des journaux. Ils n'ont pas le même âge, ils n'ont pas les mêmes consommations, mais pour eux, en fait, acheter
un magazine, acheter un journal, c'est de l'ordre en fait de l'anachronisme complet. Et malheureusement aujourd'hui, à partir du moment où on considère, et Internet en fait a créé ça, que la presse et l'information est gratuite, et ben quand on dit que l'information est gratuite, et ben ça a un coût et ça a un coût démocratique. Tout simplement, à partir du moment où, en plus, vous avez des plateformes, et ça, je pense que ça fera l'objet de débats encore nombreux, et c'est la semaine prochaine au menu du Parlement européen, quand vous avez des sites comme Google, comme Yahoo Actualité, comme Facebook, comme Twitter, tous ces GAFA, donc ces grands groupes qui récupèrent en fait ce que produisent les vecteurs d'information, ces producteurs que sont les médias, que sont les journalistes, pour eux récupérer cette manne publicitaire. Je vous rappelle juste, à titre informatif, que quand vous allez sur Yahoo Actualité, quand vous allez sur Google Actualité, quand vous allez sur Facebook pour vous informer, en fait, vous ne donnez rien à la presse. Voilà, vous ne la financez pas. Les revenus publicitaires sont désormais captés par ces groupes qui capitalisent à hauteur de centaines de millions de dollars et qui ne reversent absolument rien à ceux qui produisent cette information, c'est-à-dire aux journaux, aux journalistes, à la presse locale, à la presse nationale. Et de fait, quand je vous dis que ça a un coût, c'est que derrière, on ne peut pas financer de l'information juste, honnête, qui soit un véritable contre-pouvoir, sans ce nerf de la guerre qui est l'argent. Voilà. Pourquoi aujourd'hui, et vous le disiez en introduction, on a Xavier Niel, on a Vincent Bolloré, on a Claude Perdriel qui s'attache en fait à acheter ces groupes, parce que acheter du média, c'est acheter du contenu, et à l'heure où il faut mettre en fait du contenu dans des tuyaux, qui sont les tuyaux qui vont vers vos télévisions, qui sont les contenus, les tuyaux qui vont vers vos téléphones portables. Et bien en fait, un contenu, c'est aussi ce que proposent les journaux. Voilà. Donc aujourd'hui, quand Patrick Drahi rachète BFM TV et met ça dans les tuyaux de SFR, ou quand Vincent Bolloré rachète Canal+, transforme Télé en CNews et fusionne ça avec Direct Matin pour ensuite pouvoir permettre de s'acheter tout bêtement une influence, c'est que tout ceci en fait finit par appauvrir les contenus. On est vraiment clairement dans qu'est-ce qui ressemble plus à un contenu qu'un autre contenu. À partir du moment où on considère qu'il faut juste mettre en fait du contenu dans les tuyaux, et vous finissez par concevoir que le contenu journalistique, l'information, pardon, je vais être un petit peu provocatrice, c'est exactement la même chose que de faire une boîte de haricots. Voilà. On part du principe que c'est quelque chose qu'on peut industrialiser et que on met ça dans des boîtes et qu'on vous vend ça comme si vous achetiez tout bêtement en fait, un paquet de céréales pour le matin. Donc tout se vaut. Or, quand on doit aujourd'hui avoir cette dimension démocratique qui est le contre-pouvoir, et tout bêtement, quand on appartient en fait à un grand groupe de ce genre, de fait, même si vous n'avez pas une censure claire, c'est-à-dire que, hormis Vincent Bolloré qui est capable en fait d'appeler la rédaction ou de licencier en fait l'intégralité quasi de la rédaction de iTélé pour la faire plier, ce qui est quand même assez peu le cas, hein, c'est-à-dire que vous pouviez, et ça vous pouvez, si vous avez autour de vous des gens qui connaissent des gens au Figaro, effectivement, notre ami Serge Dassault qui a passé l'arme à gauche il y a peu de temps, s'achetait une influence, mais a toujours été, et ça je le tiens en fait de source directe, a toujours voulu en fait que ce titre progresse, investisse, soit un des premiers titres de France, et a toujours permis au Figaro d'exister. Voilà. C'est pas le cas. Prenons le cas de Claude Perdriel qui a limogé Raphaël Glucksmann il y a quelques jours parce qu'il n'est pas bien pensant. Voilà. Ce sont quand même globalement des cas assez rares. Aujourd'hui, je dirais que si on doit parler servitude, il y a cette servitude économique qui fait que, effectivement, pour que la presse vive, il faut qu'elle appartienne à des grands groupes, parce que ça demande de l'argent, parce qu'aujourd'hui, en fait, les plus jeunes n'achètent plus, parce qu'on part du principe que l'information doit être gratuite, sauf que si on veut une information de qualité, elle ne peut pas l'être. Et ça, c'est évident. Et il faut trouver un système qui nous permette de sortir de cela. Je vous renvoie aux travaux de Julia Cagé, que j'imagine vous connaissez,
Julie Acagé a imaginé, en fait, pour une presse libre et indépendante, un système en fait, de financement public via une fondation. Il y a des tentatives qui ont été menées, mais bien entendu, tout ceci nécessiterait en fait, un projet de loi qui permette en fait, tout bêtement que nous, public, consommateurs d'informations, citoyens, nous achetions, en fait, enfin, nous donnions à une fondation pour la presse libre et indépendante, que ce soit ensuite déductible de vos impôts et que ceci en fait permette de financer en fait un fonds qui aille directement à ces médias. Voilà, ce qui permettrait de sortir de ce système en fait qui a pas, enfin, où du coup les industriels s'achètent une influence et s'achètent du coup, enfin, sont dans cette petite marotte. Je continue. Le plus grave à mon sens, c'est pas tant cette servitude économique, elle est grave, mais c'est la servitude idéologique. Je vais vous raconter juste une petite histoire comme ça vous. Pourquoi aujourd'hui on est plus dans le risque de la servitude idéologique? Parce que aujourd'hui les journalistes sont pour la plupart issus des mêmes milieux sociaux que on va utiliser le terme de classe qui est tabou, hein, ça se dit plus aujourd'hui, mais que les classes dominantes, que tout simplement les possédants. Pour aujourd'hui en fait participer à un grand média, un média mainstream, c'est-à-dire les grands médias nationaux qui font l'opinion. Que ce soit les médias privés, télévisuels, que ce soit les médias privés de presse écrite, radio, etc. Aujourd'hui, au sein de la commission de la carte de presse, vous savez qu'on délivre une carte de presse à ces journalistes. 80% sont issus en fait d'autres filières, d'autres cursus, d'autres parcours. Mais les 20% qui sont malheureusement voilà, dans ces médias grand public sont tous issus en fait d'écoles de journalisme. Ces écoles de journalisme sont 14, donc c'est reconnu par la profession comme étant des écoles en fait qui permettent d'accéder à la profession de journaliste, qui ont une formation ad hoc et ça crée en fait des professionnels reconnus. 14 dont alors pour financer ce type de cursus, c'est entre 3 000 et 6 000 euros l'année. Voire quand on passe en fait, sur des écoles privées, ça dépasse 7 000 euros l'année. C'est entre 2 à 3 ans de formation. Pour pouvoir bénéficier en fait, de ce cursus, il faut pouvoir réussir un concours qui est extrêmement difficile. Et pour le réussir, ça implique en fait de passer par ce qu'on appelle la voie royale, qui est en général une école de sciences politiques, que ce soit Sciences Po Paris, Grenoble, Aix, etc. Là aussi, pour entrer à Sciences Po, vous avez des concours, vous le savez certainement. Et derrière, une fois que vous avez fait 2 ans, 3 ans de parcours à Sciences Po, vous devez passer, parce que malheureusement, la concurrence fait que vous devez passer par une prépa privée, souvent. Il existe depuis quelques années des prépas en fait, qui s'adressent à des élèves boursiers, qui sont et ils sont préparés à ces concours d'école de journalisme par des journalistes qui sont bénévoles. Je pense notamment à la chanson concours. Quoi qu'il en soit, vous vous retrouvez avec des profils pour pouvoir faire Sciences Po, pour pouvoir faire une prépa, puis une école de journalisme qui coûte, je vous le dis, entre 3 000 et 7 000 euros l'année. À qui vous adressez-vous? Voilà, j'ai pas besoin de vous faire un schéma. Donc de fait, qui peut se permettre ça, si ce n'est des enfants, des adolescents, des jeunes adultes qui sont issus de milieux sociaux favorisés? Quand je vous parle de servitude idéologique, c'est que quand on vient de ces milieux sociaux plutôt favorisés, on a une grille de lecture des réalités sociales. Qui est-ce qu'elle est? Voilà. Elle est liée en fait à votre trajectoire, elle est liée à votre famille. Voilà. Je crois qu'ici, j'ai pas besoin de vous faire un dessin. Donc quand on arrive ensuite dans des grandes rédactions parisiennes, nationales, vous avez cette grille de lecture. Je suis moi-même fille d'ouvrier, je viens d'un milieu social plutôt défavorisé, j'ai grandi en quartier populaire, et je me souviens m'être complètement retrouvée dans un vrai hiatus personnel. Vous vous souvenez tous en fait de l'affaire de la chemise arrachée de Air France. Voilà. Et je me suis retrouvée au sein de ma rédaction qui était à l'époque la chaîne parlementaire Public Sénat, qui tombe aussi dans ces écueils, hein, c'est-à-dire que globalement, vous avez plutôt des gens issus de milieux favorisés. Voilà. Donc, avec une grille de lecture qui était « Mon Dieu, la violence des syndicats ». Alors,
Donc je me suis retrouvée à me battre en me disant, mais alors ok, j'entends, effectivement c'est violent pour le DRH, il a l'air très sympathique au demeurant, mais est-ce qu'on se rend compte de la violence pour ces 3000 personnes qui vont être licenciées? C'était inentendable. C'était inentendable. Voilà. C'est exactement ce qui s'est passé pour Xavier Mathieu et les Conti quelques années auparavant. Quand je vous parle de servitude idéologique, c'est qu'aujourd'hui, et je pense que c'est la plus grave, on est dans une forme de monoformation, d'endogamie sociale et idéologique. Et si on n'arrive pas en fait à créer une forme de diversité dans le recrutement des journalistes et une diversité des parcours, avec en fait la possibilité d'accéder à ces métiers pour des gens qui sont issus de milieux sociaux défavorisés, qui sont issus de minorités, qui sont issus de quartiers populaires. Je vous renvoie au traitement des quartiers populaires aujourd'hui. Les racailles, etc. Enfin, vous le connaissez certainement. Aujourd'hui, en fait, je pense que la question démocratique, elle est aussi là. C'est pas juste dans l'idée de à qui on appartient, mais à quelle sphère de pensée on appartient. Pourquoi vous l'évoquiez, il y a la question du traité constitutionnel. Moi, je traite des affaires européennes, entre autres. Ça a été le symbole, mais je vous renvoie au traitement de la crise grecque, je vous renvoie au traitement de la crise de la dette, je vous renvoie au traitement de toutes les questions économiques en général. Le hiatus, la fracture, elle est là aujourd'hui. Si on n'arrive pas à faire en sorte de sortir de cette servitude idéologique qui fait que, globalement, le libéralisme économique et le squelette de pensée de la plupart des rédactions parisiennes, parce que, non pas qu'on les a embrigadés, mais parce qu'en fait, les modalités de recrutement font qu'ils sont tous, ces jeunes gens, et ces rédacteurs en chef, et les directeurs de rédaction, et les directrices, il y en a très peu, sont tous issus du même sérail. Pour moi, en fait, la servitude, elle est là, aussi. Alors, vous élargissez évidemment le débat, et notamment à la question qui nous est chère de l'universalisme républicain, parce que dans ce que vous dites est posée, bien entendu, la question de l'ascenseur social. Je lisais d'ailleurs dans vos propos récents sur les réseaux sociaux que vous vous exprimiez sur la pertinence de cette expression d'ascenseur social. Pour nous qui sommes des républicains, nous avons plutôt tendance, en tout cas je parle de moi qui suis un élu, un militant du mouvement républicain et citoyen, à considérer que l'enjeu républicain de la République sociale, c'est justement de permettre à tous, quelles que soient leurs origines, bien entendu, d'avoir accès à ce qu'on a appelé l'excellence républicaine, dont on voit bien, effectivement, parce que la réalité parle d'elle-même, qu'aujourd'hui, des biais sont apparus qui font que la réalité est celle que vous décrivez. Mais c'est effectivement extrêmement important de réfléchir à cette question-là, et peut-être que tout à l'heure dans le débat, nous aurons des interventions sur cet élargissement que vous avez fait de cette question. Ce que vous dites également est très important sur finalement la pensée dominante et donc une presse d'opinion qui ne dit pas son nom en réalité. Parce qu'on évoquait tout à l'heure, évidemment, la Marseillaise est un journal d'opinion. Je lisais qu'en 1943, les créateurs parlaient d'un journal fait pour des patriotes qui veulent diffuser de vraies idées. Donc il y a évidemment la tradition de la presse d'opinion. Et en même temps, la presse dominante aujourd'hui est d'une certaine manière une presse d'opinion qui ne dit pas son nom, qui diffuse une doxa réellement majoritaire. Et c'est probablement ce qu'il y a de plus pervers que finalement d'assister à la diffusion d'une pensée dominante sous couvert d'une objectivité qui est finalement faussée. Mais ce qui est terrifiant là-dedans, c'est que ce n'est même pas forcément lié de fait à l'appartenance à un grand groupe industriel. C'est que, voilà, ce sont aussi les modalités de recrutement qui créent ça. Voilà. Et je pense que l'enjeu, au-delà de la question du financement, qui est fondamental pour une presse libre, c'est aussi comment est-ce qu'on fait en sorte de sortir de cette doxa en permettant en fait à des gens qui pensent autrement d'accéder en fait à ces plateformes. Et on pourra créer des médias en ligne sur Internet qui permettent de diffuser autre chose. Mais à un moment, en fait, vous aurez toujours BFM TV, vous aurez et Le Monde qui permettront en fait de diffuser en masse cette idéologie. Et c'est pas tant que... On n'est pas dans quelque chose de programmatique, on n'est pas dans un calendrier politique, quoique. Quand il vous arrive, j'imagine,
régulièrement d'écouter des débats sur des chaînes d'information en continu. Bon, où je prends C'est dans l'air, prenons C'est dans l'air, c'est complètement... voilà, c'est toujours assez effrayant de se rendre compte en fait qu'il y a... On essaie d'équilibrer le plateau dans le sens où, bon, on a on a des femmes depuis quelques temps, c'est déjà beaucoup, mais on a beaucoup de mal à trouver des gens qui permettent de faire émerger en fait une autre manière de lire la réalité. Voilà. Et je pense que la question de l'appartenance des médias à des groupes industriels, elle est importante, mais elle ne pourra pas régler la question de l'indépendance et de la doxa si en fait on ne passe pas par comment on fait pour que d'autres profils émergent, comment on fait pour financer et faire en sorte que d'autres Marseillaises existent. Voilà. Et pour qu'il y ait d'autres Léo qui fassent en sorte que la victoire des McDo soit en une, encore faut-il en fait que des Léo soient formés et qu'ils puissent accéder à cette presse dite mainstream. Voilà. Et on pourra créer des médias. Hein. Aude Lancelin est pas là, mais voilà, il n'y a pas de souci. Mais ils ne pourront, à mon sens, jamais contrebalancer la puissance que peut représenter TF1, France 2, M6, BFM TV, Le Figaro. Enfin voilà, c'est-à-dire que c'est une goutte d'eau. Et donc, alors après on aura ce débat si vous le souhaitez, hein, est-ce qu'il faut... J'ai tendance à utiliser une image un peu provocatrice. Pour détourner un avion, il faut être dedans. Vous voyez? Voilà, donc comment est-ce qu'on fait en sorte de détourner ces avions et de créer en fait le débat au sein même des rédactions, un débat qui a tendance aujourd'hui à être de moins en moins prégnant. Je voulais peut-être vous poser une question à l'un et à l'autre, qui apporterait sans doute des éclairages différents. Est-ce que le financement public de la presse est garant d'une forme d'indépendance dans à la fois les médias nationaux, également dans la presse locale, parce que les élus locaux, les citoyens, vous évoquiez tout à l'heure la situation politique marseillaise et dans le sud-est et la nécessité de voir les affaires locales finalement sorties, enquêtées par des journalistes locaux. On voit aussi que dans la presse quotidienne régionale, parfois les annonceurs finalement peuvent entraîner une forme d'inflexion de certaines rédactions et que parfois d'ailleurs l'agenda institutionnel par exemple des collectivités territoriales dicte la ligne de rédaction de certaines rédactions de la presse quotidienne régionale. C'est quelque chose qui une réalité dont en aparté beaucoup de journalistes de la presse quotidienne régionale se plaignent, sont victimes. Ils aimeraient bien sortir des affaires, ils aimeraient bien évoquer de grands sujets, mais malheureusement, souvent, ils se retrouvent contraints de traiter telle ou telle inauguration, tel ou tel agenda dicté par les collectivités territoriales qui sont aussi souvent des annonceurs. Peut-être que Léo Purguet a un avis là-dessus. Oui, bien sûr. Alors moi, évidemment, je connais plus la presse écrite que le reste des médias, mais je veux dire que le système actuel d'aide à la presse est évidemment totalement injuste. Il n'est pas du tout fonction de la fragilité économique des titres, de la diversité, du pluralisme qu'ils peuvent apporter par leur existence. Il n'est pas fonction, pas même fonction de leur contenu thématique, c'est-à-dire que les aides à la presse sont touchées autant, pas autant d'ailleurs, ils sont touchés par des titres qui font de l'actualité générale, politique, etc., mais aussi par des titres, voilà, sans vouloir être méprisant, mais qui font du loisir, qui font des programmes TV, voilà. Et ça c'est très grave, parce que c'est de l'argent public. Que c'est de l'argent public qui est donné à ceux qui en ont déjà beaucoup, et que les critères sont totalement à revoir. Alors, il nous semble, nous, à la Marseillaise, que le premier des critères de l'attribution d'aide publique devrait être pour une presse qui écrit sur la politique, l'économie, la société, voilà, en premier lieu, indépendamment, évidemment, de son orientation idéologique, puisque nous sommes pour le pluralisme. Parallèlement à ça, je dois vous dire que des menaces importantes pèsent sur la loi Bichet. La loi Bichet, c'est une loi qui, là aussi, date du programme du Conseil national de la résistance et qui impose
pour faire très vite, des coopératives pour la distribution de la presse. C'est-à-dire que quand deux titres s'associent pour transporter leurs journaux vers des kiosques, eh bien, ils sont contraints de prendre les autres avec eux. Et donc, nous avons ce système qui est vraiment précieux en France, sur lequel pèsent des menaces importantes. Alors, c'est pas la première fois qu'on veut revenir sur la loi Bichet, mais la crise de la presse papier, la crise des kiosques accélère tout ça, et le gouvernement en place réfléchit à finalement permettre aux kiosques et aux transporteurs de sélectionner les titres qu'ils veulent mettre en place. Voilà, donc c'est vraiment l'aboutissement finalement de la même logique que tu décrivais sur les médias de masse, c'est l'argent qui décide. Donc ça c'est la responsabilité de l'État. Parce que le pluralisme, le droit à l'information, c'est un droit fondamental. Donc il faut évidemment que les citoyens le sachent et s'en saisissent. Sur l'argent public, ce que tu disais était très intéressant sur l'idée d'une fondation pour le financement de la presse. Il y a déjà Julia Cagé. Hein, voilà. Ce que dit Julia Cagé en vérité, c'est que elle veut s'appuyer sur quelque chose, un embryon qui existe déjà, que vous connaissez peut-être si vous êtes des lecteurs attentifs d'une presse indépendante, c'est la structure qui s'appelle Presse et Pluralisme. Ça permet aux lecteurs d'adresser des dons. Et nous, ça nous a permis en bonne part de sortir de l'ornière, d'adresser des dons à une structure qui est donc parapublique et qui donne droit à déduction fiscale. Alors ça, c'est un embryon qui existe déjà. Il faut s'en saisir, hein. Moi je vous invite d'ailleurs à faire de devant la Marseillaise et à tous les journaux qui vous tiennent à cœur via Presse et Pluralisme. Mais effectivement, on peut bâtir quelque chose par-dessus cet embryon pour le systématiser et faire en sorte que l'argent public, en plus de l'argent des citoyens, passe par une fondation qui permette de financer le pluralisme. Ça serait très important. Voilà, je vais pas être long. Sur le financement public des médias, je pense qu'il est fondamental. On voit, alors moi je suis dans l'audiovisuel depuis quelques années maintenant, alors que ce soit en fait sur les chaînes parlementaires auparavant, maintenant sur Arte, mais je suis passée dans le privé. Il ne faut pas croire en fait que c'est parce qu'on est dans le privé qu'on a plus d'argent, quoique c'est pas toujours le cas. Mais on voit à quel point en fait sur le financement, notamment de l'information, des magazines, etc. Le fait qu'on soit, qu'on nous présente le fait qu'on soit dans une crise des finances publiques et qu'on demande à France Télévisions, aux chaînes publiques, enfin à Radio France en fait, de faire des économies de plusieurs centaines de millions d'euros. Hein. C'est pas des... Et ben en fait, ça a un coût. Ça a un coût sur la qualité de l'information parce que faire des enquêtes, faire des reportages, ça implique du temps. Pour vous faire un petit peu une idée, quand j'étais à la chaîne parlementaire, donc il y a encore quelques mois, un journaliste débutant avec 2-3 ans de carte de presse, quand il est engagé en CDD, alors l'âge moyen pour le premier CDI, c'est 27 ans quand on est sorti d'une école de journalisme reconnue. C'est 34 quand on n'est pas sorti d'une école de journalisme reconnue. La moyenne de revenus qu'on offrait pour les premiers CDD, c'était 1 300 € net. Après 5, 6 ans, 7 ans d'études parfois. Je vous laisse imaginer, voilà. Et je vous parle de jeunes gens qui vivent à Paris, donc les loyers ne sont pas les loyers marseillais. Donc avec une incapacité aussi en fait à se projeter dans la vie. Enfin voilà, il y a une précarité qui conduit aussi à une paupérisation à la fois des individus, mais de l'information et de la qualité de l'information. La moyenne en fait de revenus pour c'est des chiffres que j'ai récupérés encore ce matin sur le site de la commission de la carte. Quand on est en CDI, les revenus tournent après quelques années autour de 3 000, 3 400 € par mois. Mais la plupart en fait, des gens sont aujourd'hui précaires et la moyenne, le revenu médian, il est à 1 736 €. Voilà. Donc, quand on parle de possibilité aujourd'hui de financer en fait, la presse, c'est aussi permettre en fait, aux journalistes d'avoir un statut qui leur permet de ne pas être précaires et de pouvoir tout simplement en fait, vivre de leur métier et d'en vivre à peu près correctement.
très vite, il y a une espèce aussi de dégoût qui est lié aux conditions de production de l'information. Les reportages aujourd'hui, moi quand j'ai commencé en télévision, on partait à 3. Aujourd'hui, on envoie des reporters tout seuls, voilà, avec leur matériel, ils font la prise de son, ils font leur prise d'image, ils font le montage, ils font le commentaire sur l'image, voilà, ils font tout. Et ça, c'est quoi? En fait, c'était 4 emplois avant. Et c'est devenu 1. Voilà. Donc, aujourd'hui, quand on parle de financement public, oui, et je rejoins ce que dit Léo à l'instant, c'est qu'il va falloir trouver des moyens, puisqu'on nous dit que l'information coûte cher, que les groupes publics, que ce soit Radio France, que ce soit France Télévisions, ça coûte cher, mais que par ailleurs, Gala, Closer, Voici bénéficie en fait de plus d'aide à la presse que la Marseillaise. On va se dire les titres, hein, j'ai pas de problème à le dire. Il y a quand même un problème, il y a quand même un vrai problème. Et tant qu'on n'aura pas remis à plat en fait tout ça, on se retrouvera en fait avec des groupes publics qui sont complètement étouffés. Je vous rappelle que quand on a annoncé en fait à France Télévisions qu'ils allaient devoir faire des économies de l'ordre de, je sais plus, mais c'est plusieurs centaines de millions d'euros. Il a quand même été question de supprimer les magazines d'information, envoyés spécial et compléments d'enquête. C'est-à-dire que c'est là-dessus qu'on va aller. Enfin bon, je vous renvoie pas à qui occupe nos dimanches, enfin les cases du dimanche après-midi sur France Télévisions depuis déjà longtemps. C'est pas là-dessus qu'on a été renié. Pourquoi? Parce que tout bêtement, c'est ça aussi qui apporte la publicité, qui permet de compenser ce que la sphère publique ne donne plus. Voilà, tout bêtement. Donc tout ça a un coût. Donc quand sur le terrain vous vous retrouvez, vous, à vous dire « Ah ouais, alors en fait, je suis tout seul ». Je me lève, moi quand je pars en tournage aujourd'hui, avant on pouvait espérer partir la veille. Vous vous levez à 4h du matin, vous prenez un train à 5h47, avec du matériel. Moi encore j'ai de la chance, c'est-à-dire que je pars avec un cadreur puisque je ne peux pas m'auto-cadrer. C'est-à-dire que je ne peux pas moi-même mettre une caméra et faire mon truc, voilà. Donc vous faites une journée, là cette semaine j'ai fait 2 journées de 17 heures. Voilà. Donc c'est des conditions de production, et encore je ne suis pas à plaindre. Et c'est la même chose en fait pour la plupart des journalistes aujourd'hui sur le terrain. Ils partent seuls, ils font tous seuls. Vous devez conduire votre bagnole, vous ne savez pas où vous êtes, vous devez la garer, vous sortez votre matériel, votre pied, votre caméra, vous allez faire votre interview, et puis il faut que vous rentriez, que vous fassiez vous-même votre montage. Et bien aujourd'hui en fait, c'est ça la problématique. C'est que là où il y avait 4 emplois, il n'y en a plus qu'un seul. Et que plus ça va, et pire c'est. Voilà. Donc si on n'arrive pas à trouver, et donc l'idée de cette fondation est assez intéressante, mais si on n'arrive pas en fait à remettre à plat ces questions d'aide, et à remettre à plat tout bêtement la manière dont on finance l'information, et ben en fait ça va disparaître. Et je reviens à mon propos qui est au Parlement européen la semaine prochaine, il y aura un débat sur comment faire payer ces GAFA qui pompent, qui aspirent ces informations, ces productions, et ne financent absolument rien de cette production. En fait là aussi, il est là l'enjeu démocratique, c'est comment est-ce qu'on fait participer tout le monde à ce qui doit être en fait un contre-pouvoir et puis un pilier démocratique. Il n'y a pas la réponse. Merci beaucoup pour ces éclairages sur le modèle économique de la presse qui est divers et dont on voit bien aussi que les pistes parfois sont pleines d'espoir et de temps en temps décevantes. Je pense notamment aux sociétés coopératives qui ont pu émerger. Un titre important, Nice Matin, dans notre région, avait récemment pu constituer une société coopérative. On voit bien que les réalités du capitalisme financier aussi ont rattrapé cet espoir qui continue d'être porté par la rédaction, mais voilà, les alternatives économiques, elles sont à chercher tous azimuts. Vous venez de citer des alternatives économiques, je pense à Alter Eco, c'est une... Justement, je salue la présence du rédacteur en chef qui, je crois, nous a rejoint il y a quelques minutes. Ah, eh bien écoutez, il va peut-être pas nous en parler, mais c'est une coopérative. Exactement. C'est une coopérative, et de mémoire, là, j'avais reçu il y a quelques mois la présidente de la coopérative, puisque du coup c'est une journaliste qui a pris la tête, voilà, ça tourne, qui nous disait que ça leur avait permis en fait de traverser la crise de manière beaucoup plus fluide que beaucoup d'autres titres. Voilà. Je vous propose qu'on ouvre le débat avec la salle, s'il y a des questions, des interventions. Tout à l'heure, vous avez parlé des servitudes, double servitude économique et servitude idéologique. Pour moi, les deux sont liés.
je ne les sépare pas. La servitude économique est dans le court-termisme, on va dire, parce qu'il faut rapidement que les actionnaires des grands groupes aient une rentabilité de leur action, qui fait que la presse est dans la forme plus que dans le fond, hein, c'est-à-dire on est accrocheur avec un titre et il n'y a rien derrière, très souvent, la plupart, hein, je ne généralise pas, et servitude idéologique, parce que ceux-là même qui vont écrire dans les journaux sont dans la même idéologie, en gros, que pour des raisons d'origine, hein, vous l'avez bien évoqué. Voilà. Donc, moi, en tant que militant de gauche, où on est dans la perspective d'un avenir plus ou moins lointain de la reconstitution d'une véritable gauche, c'est les solutions, et quelles solutions, nous, on peut proposer. Vous avez évoqué tout à l'heure, pour les servitudes économiques, des financements, enfin des créations de fondations. Sur les servitudes idéologiques, comment pouvoir faire pour que la plus grande masse puisse accéder au métier de journaliste dans la diversité, hein, c'est pas pour construire une idéologie, c'est dans la diversité. Pour moi qui suis un républicain, la seule façon de garantir cette liberté, cette diversité, c'est l'école de la République. Je ne sais pas s'il y a une réflexion a été menée là au niveau des journalistes pour mettre en place des cursus de formation autres que ce que vous avez évoqué, de façon à ce que le plus grand nombre puisse accéder à ce métier. Enfin, Dominique Fleurat, donc moi j'appartiens à une fédération nationale qui s'appelle Fédération de l'audiovisuel participatif, et je voulais revenir sur différents points qui ont été cités. On parle souvent du public et du privé, et j'allais dire entre ces deux côtés-là, il y a tout ce qui est associatif et dont on parle relativement peu. Et Nora parlait des gouttes d'eau. Ben non, moi j'ai envie de parler des gouttes d'eau. Il y a eu un certain nombre de lois qui ont permis donc aux radios locales d'exister. Il y a eu une loi qui a aussi été réalisée par rapport à l'audiovisuel, qui a ouvert donc la possibilité aux associations, aux collectivités locales, aux sociétés coopératives de pouvoir avoir accès logiquement aux fréquences, mais il n'y a jamais eu les moyens derrière. Et moi, je m'interroge aussi sur quel peut être le rôle de la gauche pour avoir vraiment une volonté politique de faire en sorte que ces médias existent et favoriser ainsi le pluralisme. Les structures qui font partie de cette fédération, elles s'attachent justement à ce qu'on a évoqué, faire en sorte que les sujets qui sont traités donnent la parole à ceux qui ne l'ont jamais. On évoquait les quartiers, mais on peut évoquer aussi les territoires ruraux. C'est-à-dire que, hormis tout ce qui est la sphère parisienne, parce qu'on a parlé de l'uniformisation, on va dire, du profil des journalistes, et on a aussi le parisianocentrisme, on va dire, des sujets, qui fait que tout le reste de la France et tout le reste de la société, dans sa diversité, n'a pas droit à la parole. Et pour comparer par rapport aux moyens financiers, aujourd'hui, avec ce qui s'est passé avec les événements Charlie, il y a eu la mise en place d'un fonds, fonds de soutien aux médias sociaux de proximité, fonds d'aide aux médias sociaux de proximité. C'est 1 million sur toute la France pour apporter quelque chose à ces structures qui vont dans les quartiers, qui travaillent avec ceux qui sont dans ces quartiers pour aussi, aujourd'hui, on a quand même une chance formidable, c'est que les moyens techniques permettent de faire des choses qui n'étaient pas possibles avant. Ça joue aussi donc sur le nombre de personnes nécessaires pour faire des sujets. Mais ça n'enlève pas le temps qu'il faut pour aller à la rencontre des gens, créer du lien. Avant de faire parler, il faut quand même du temps, et faire des sujets qui montrent la diversité et qui aussi montrent quels sont les atouts, quelles sont les forces qu'il y a aussi auprès des jeunes, auprès des quartiers, auprès des territoires ruraux. Parce que ça aussi, ça a un impact sur la citoyenneté, la prise de conscience de ce qui se passe dans un pays, et qui limite aussi l'avancée des extrémismes. Et moi, je suis très sensible à ça. Quand on a des reportages où on a sans arrêt, tu parlais de la violence par rapport à des actions
des actions politiques ou syndicales, mais il y a aussi tout ce qui est fait sur l'immigration, sur les guerres, sur l'image que ça donne de l'insécurité dans des territoires comme les nôtres, territoires ruraux, qui n'ont jamais croisé un problème de violence, d'insécurité, mais qui vont être influencés par tout ce qu'ils voient à travers les images. Et donc c'est une nécessité vitale pour l'avenir de la démocratie de pouvoir favoriser ces structures-là. Et aujourd'hui, ce n'est pas fait. Et moi, je m'interroge beaucoup sur le rôle de la gauche, parce que ça fait des années que je travaille dans ce secteur-là, et il n'y a jamais eu une écoute à la hauteur des besoins, au niveau des moyens qu'il fallait donner, et au niveau de l'avancée concernant les lois, sur ces questions de diversité et de pluralisme, qu'il soit tout type de médias, on va dire. Tout ça est un peu lié, je vais prendre une autre casquette, parce que par ailleurs... je suis rédactrice en chef d'un magazine qui s'appelle Fumigène, qui a été créé en fait dans les années, début des années 2000 dans la banlieue de Caen, à Hérouville-Saint-Clair. Et dans ce cadre-là, on l'a relancé justement après Charlie, et on bénéficiait du fonds soutien médias de proximité, parce que donc, je fais ça bénévolement avec d'autres amis journalistes. Et on forme des primo-rédacteurs, on forme des photographes qui sont issus du quartier populaire, qui sont des jeunes gens qui n'ont pas accès à tout cela. L'idée, c'est de leur permettre de publier, c'est de faire en sorte en fait, qu'ils puissent se créer un réseau. Et derrière, pourquoi pas, de leur mettre un petit peu le pied à l'étrier pour... voilà. Donc c'est à la fois de faire sortir de l'ombre tout ce qui se passe dans les quartiers populaires, dans les territoires, etc. Moi, je travaille aussi pas mal en atelier avec ces jeunes gens... à Nevers, dans la Nièvre, donc en quartier populaire dans la banlieue parisienne, à Roubaix, à Tourcoing, etc. Et je pense que, du coup, je réponds à la fois... je pense que ça, c'est quelque chose en fait sur lequel on peut travailler. C'est-à-dire que il faut... C'est terrible ce que je vais dire. C'est-à-dire que là, en fait, je suis arrivée à un point de dégoût profond sur ce que peut faire la politique telle qu'elle se fait aujourd'hui, qui fait que je finis par croire qu'il va falloir que tous soyons en fait acteurs et qu'on s'engage tous sur nos territoires respectifs. Voilà. Ça ne changera pas avec la majorité qu'on a aujourd'hui, c'est clair et net. C'est-à-dire que le fonds média de proximité, avec mon magazine, on en a bénéficié pendant 2 ans, on a eu 8 000 €. Qu'est-ce que vous faites avec 8 000 €? Derrière, dans la foulée, on a quand même connu l'un des plus grands plans sociaux de l'histoire, là, avec la fin des contrats aidés. On avait des contrats aidés, on ne les a plus. Pour ce que... vous l'évoquiez à l'instant, les médias associatifs, ça a été une catastrophe. Des radios ont fermé, enfin voilà, il n'y a plus rien. Donc, oui, l'école républicaine, mais c'est pas à vous, ici à Marseille, que je vais dire en fait à quel point l'école républicaine est mal en point. Enfin, j'interviens régulièrement dans le milieu scolaire. J'ai des amis qui sont profs dans un collège REP+, à la Belle de Mai, qui est en zone de prévention violence. Ils en sont arrivés à un point où quand une fenêtre en fait se casse la gueule, et heureusement pas sur des mômes, il faut 4 mois pour qu'elle soit remplacée. Donc on en est loin en fait. Donc en fait, après, oui, je peux vous dire qu'effectivement il faut que l'école républicaine fasse son travail, il faut qu'on soit en capacité en fait de faire reprendre l'ascenseur social et de créer d'autres transclasses. Ce que je suis, parce que moi j'ai grandi en quartier populaire, j'ai eu des possibilités qu'aujourd'hui en fait les jeunes que j'accompagne moi aujourd'hui en quartier populaire n'ont plus. On nous parle de dédoublement des CP, des CE1, j'interviens souvent notamment à Grigny, à la Grande Borne, qui est une des grosses cités de région parisienne. J'ai des amis en fait qui sont instituteurs là-bas, enfin profs des écoles. Ok, on dédouble les CP, les CE1, mais on n'a plus de salle des maîtres, on n'a plus de bibliothèque, et quoi qu'il arrive, ils sont 28 en CM1. Voilà, donc qu'est-ce que vous pouvez faire? Donc, voilà, l'état des lieux, c'est celui-là. Donc, moi, si vous me dites que demain, on est en capacité, en fait, de mettre des millions dans l'école et qu'on va faire en sorte, en fait, de faire remonter l'ascenseur social, je vous dis, ok, banco. Et en attendant, on fait quoi pour les générations sacrifiées? Eh ben, on fait un peu. On fait tous un peu. Voilà, c'est-à-dire que moi, je suis journaliste, mais je suis aussi citoyenne. Ça veut dire que moi, je vis à Ivry-sur-Seine, j'ai des quartiers populaires en bas de chez moi, je fais des ateliers, en fait, en bas de chez moi, avec des jeunes gens qui, à un moment ou à un autre, vont se dire, bah oui, pourquoi pas moi? Voilà. Vous avez des systèmes qui fonctionnent, qui sont des prépas organisés, donc, je le disais, à la chanson concours par des journalistes bénévoles, qui s'adressent en fait à des boursiers et qui préparent en fait des jeunes gens au concours des écoles de journalisme reconnues
Et derrière, ils peuvent bénéficier d'aide quand il s'agit en fait d'écoles publiques. Si vous allez à l'école de journalisme de Toulouse qui coûte 7 000 € par an, ça ne peut pas marcher. Après, oui, il faut développer les IUT, il faut développer les filières courtes qui permettent en fait à des gens issus de quartiers populaires, à des gens issus de territoires ruraux, d'accéder à ça. Oui, c'est vrai, il faut. Mais en l'état, je pense aussi que chacun doit s'engager sur le terrain, là où il est, pour faire en sorte ne serait-ce que de regarder ses mots en leur disant « oui, toi aussi tu peux le faire ». Voilà. Et ça, c'est déjà le début. C'est de faire prendre conscience à ces jeunes gens, car pour la plupart, ils n'ont absolument pas conscience qu'il y a une possibilité d'eux. Voilà. Moi, j'ai des gamins que j'ai suivis qui se sont lancés ensuite derrière dans des études qui leur ont permis en fait d'accéder à ces formations offertes, là, à ces prépas, et puis qui derrière en fait sont entrés en école, etc. C'est aussi à la base comment créer le déclic chez ceux qui pensent que ce n'est pas leur monde et qu'ils n'ont rien à dire. Voilà. Léo, médias de proximité, médias participatifs ou journalisme exclusivement professionnel? Oui, ben, je vais essayer d'aller vite, j'ai vu qu'il y a des mains qui se levaient. Mais simplement pour dire que, effectivement, enfin, moi je retire absolument aucun mot à ce qui vient d'être dit, c'est rare dans les débats, donc je le souligne. Effectivement, il y a plein d'expériences qui se mènent dans la proximité. Voilà, moi, à la Marseillaise elle-même, on a plein de cas comme ça où on a des jeunes qui ont des parcours accidentés et qui, par un stage, par quelque chose avec nous, une pige, voilà, arrivent à émerger. Je ne citerai qu'un seul cas pour ne pas être long, parce que j'en suis particulièrement fier. C'est un jeune migrant, un réfugié kurde, dont j'ai été le tuteur de stage, et qui s'est battu pour faire cette profession, parce qu'il vient d'un endroit où, évidemment, la mainmise du pouvoir politique, elle est autre que celle qu'on connaît aujourd'hui en France. Il s'est battu, il a obtenu des financements Pôle emploi, il a obtenu des formations en français également, parce qu'évidemment, la question de la langue, et ça, tu l'as pas dit, mais ça compte aussi, hein, la question de la langue dans les quartiers populaires, c'est évidemment une manière d'écrémer aussi les gens, et c'est pour ça que l'école est très importante, mais elle n'a pas les moyens de jouer son rôle. Bref, aujourd'hui il travaille dans un journal suisse, ben voilà, c'est une très belle réussite pour lui. Moi j'aurais préféré qu'il puisse rester à la Marseillaise, parce que voilà, mais j'espère que puisqu'on est relancé, il nous rejoindra très vite. Bref, tout ça pour dire qu'il existe des contre-exemples, mais l'enjeu il est autre. Ça a été dit aussi par Nora, l'enjeu il est autre, c'est-à-dire que évidemment il y aura toujours des médias associatifs, des médias du quartier. Mais la question qui nous est posée collectivement, c'est comment en faire des médias populaires, non pas des médias de masse, parce qu'on voit bien ce qu'il y a derrière ce mot de médias de masse, mais des médias populaires, c'est-à-dire lus, partagés, écoutés, vus massivement par les gens dont on parle. Alors, nous, on est un petit peu entre deux eaux, puisque ça serait vous mentir si je vous disais qu'on n'était pas en perte de vitesse, sinon on n'aurait pas eu un redressement judiciaire. Mais on reste un quotidien qui est lu dans cette région, et c'est la raison pour laquelle on s'est battu si fort pour le conserver. Il faudrait effectivement qu'on crée les conditions pour faire éclore ce type de médias, d'ailleurs dans tous les domaines de la presse, pas seulement écrite, de façon à démultiplier ce contre-pouvoir-là. Moi, ce qui me préoccupe particulièrement, en plus du rôle de l'école, c'est finalement, comment le dire simplement, mais l'hégémonie libérale qui fait avancer dans les têtes l'individualisme. Et par conséquent, y compris chez des jeunes qui sont discriminés, qui sont mis de côté, qui n'ont pas les moyens de réussir, eh bien, on arrive à instiller l'idée que ça ne sert à rien de s'intéresser au monde, ça ne sert à rien de s'intéresser à ce qui se passe pour les autres. Pense à toi, qui est en train aussi de participer à la crise de la presse et au fait que des générations, en plus de considérer que l'information, elle doit être gratuite, aussi se désintéressent de la chose publique,
Et ça, c'est, à mon avis, très grave, et en tout cas, pour des militants progressistes comme vous, ça doit nous alerter. Merci. D'autres questions, monsieur? Je suis un tout petit peu frappé par le côté particulièrement pessimiste qu'on entend ce soir. Tout va mal, c'est la catastrophe, il n'y a plus de presse, il n'y a plus rien. C'est pas comme... Je vais prendre le micro, tu parles avec moi. Merci. Je disais que j'étais frappé par l'environnement pessimiste qui se dégage de cette réunion-là, mais d'autres aussi. Or, pourtant, tout ne me semble pas aussi pessimiste que ça. Je veux dire, si on essaye de faire quelque chose. On parlait tout à l'heure de la distribution, les NMPP qui ont changé de nom. Hein. Moi, quand je veux acheter le journal du soir, j'ai un mal fou à le trouver, parce qu'il n'y a plus de kiosques. Parce que, alors, c'est compliqué, hein, je veux dire, c'est pas uniquement les kiosquiers qui sont en cause avant. Mais quand même, s'il n'y a plus de journal à acheter, je vois mal comment je vais le lire. Hein. La deuxième chose, c'est il n'y a quand même pas des échecs dans la presse. Hein. Il y a un hebdomadaire qui marche depuis 100 ans, qui marche très bien, qui fait des bénéfices, ça s'appelle le Canard enchaîné, ça marche très bien. Alors on peut se poser la question pourquoi ça marche très bien. Ben, j'ai tendance à répondre parce qu'ils traitent des sujets et particulièrement intéressants, tout le moins qui intéressent les gens. Il y a d'autres exemples dans la presse électronique, si je puis dire, mais je suis aussi abonné à Mediapart, ça marche bien. Hein. Je ne sais plus combien on en a, ils prétendent qu'ils sont à 200 000, si je ne me trompe pas, bon, enfin c'est un chiffre. Voilà encore un succès. Tout à l'heure, je vois Guillaume aussi là-bas, on évoquait Alter Eco, ça marche pas si mal que ça, Alter Eco, enfin il dira tout à l'heure, ça marche pas si mal que ça, hein, je veux dire. Là aussi, je fais partie du conseil d'administration. Alors, ça évoque cette troisième volet. Le citoyen peut aussi rentrer plus directement dans le fonctionnement de la presse. J'ai fait partie, mais je ne veux pas citer mon exemple à moi, mais j'ai fait partie des conseils d'administration de lecteurs. Quand ça s'est créé au Monde Diplôme, ça marchait très bien. J'ai fait celui du Monde, j'ai abandonné pour des raisons, je dirais, politiques, en gros, mais il y en a d'autres. Je suis aussi à celui d'Alter Eco, ça marche très bien tout ça. Donc, je veux dire, il faudrait peut-être qu'on ait une vision un peu plus interactive des citoyens. Presse et progressisme, ça marche aussi pas si mal que ça, je veux dire. Donc, essayons de participer, de donner un volet plus positif à ce que l'on dit sur l'information, qui est effectivement quelque chose de fondamental. Merci. Madame, peut-être je demande aux intervenants de venir ici comme ça. Comme ça. Deux questions très modestes. Déjà une à Madame Hamadi. Vous êtes de Arte, vous nous avez très peu parlé de Arte. Et j'aimerais... non, mais vous n'aviez pas... Bon, ça vous honore en fait. Je voulais vous dire que... Je voulais vous demander à propos de l'indépendance d'Arte. Je pense au magazine d'information, pour ne rien cacher, 28 minutes et le ronronnement général grandissant. À part l'historienne qui s'appelle Ludivine, dont je ne me rappelle plus le nom de famille, et puis Thomas Porcher qui offre une perspective un peu différente sur l'économie, on n'a que des gens qui n'expriment aucun point de vue idéologique critique. C'est un journal de grande écoute, et puis Arte a quand même une réputation, enfin, intellectuellement supérieure aux médias, genre TF1, FR. Donc je voulais vous demander quelle est l'indépendance et comment on sélectionne les gens, comment, voilà, on met ça sur pied, si vous avez quelques idées. Et puis après, je voulais poser une question à Alternative économique. Hier, le journal Alternative économique, qui est un journal de qualité, j'étais à la gare de Strasbourg, j'ai voulu me procurer ce journal. En prenant le train, je suis entrée dans le kiosque, on m'a dit Alternative économique, il est entre deux numéros, nous n'en avons plus aucun. Donc j'ai pas pu l'acheter, on m'a envoyé ailleurs, j'ai pu le trouver dans le kiosque d'arrivée où évidemment personne n'achète de journal à l'arrivée du train. Donc ma question c'est quelle est l'obligation pour les buralistes, enfin les marchands de journaux, de se procurer des journaux qui ne sont pas dans le mainstream, enfin offrir un éventail général. Voilà, c'était ça, mes deux questions. Écoutez, alors Arte,
Pour être totalement honnête avec vous, je suis arrivée il y a à peu près 3 semaines. J'étais auparavant depuis 9 ans à la chaîne parlementaire Public Sénat. Mais je peux vous parler en fait des deux. Il y a une totale liberté en fait en termes de programmation. Ça c'est ce qu'on appelle de la programmation. Vous avez le droit de ne pas être d'accord avec la ligne de 28 minutes. Vous avez d'ailleurs le droit aussi d'éteindre votre télévision, de regarder autre chose. Mais quoi qu'il en soit, et encore, je trouve que pour le coup, vous êtes un peu sévère, parce que sur 28 minutes, on entend quand même des choses qu'on n'entend pas ailleurs. Je vous invite à, pour le coup, passer sur C'est dans l'air de temps en temps, vous allez être encore plus énervé. Vous l'êtes, et ben voyez. Donc en fait, oui. Sur 28 minutes, oui. Il y en a, je citerai simplement le dernier cas où Madame Chien s'est permis de tourner en ridicule un général russe, qui soi-disant est porte-parole du gouvernement. Mais un peu plus tôt dans la saison, on n'avait pas hésité à passer le porte-parole de Tsahal, qui était tout à fait dans le même rôle et sans aucune critique. Alors que le général russe, légitimement, on a dit ce qu'il y avait à dire. On ne le dit pas pour tout le monde. Et puis les invités, et je terminerai là-dessus pour que vous puissiez répondre, madame, les invités, je prendrai la correspondante anglaise, tout ça, qui est là tout le temps. Le moins qu'on puisse dire, c'est que l'éventail des opinions n'est pas immense, pour ne pas dire... Alors, écoutez, là, pour le coup, en plus, je ne peux pas pouvoir répondre au nom de 28 minutes, car je ne travaille pas pour 28 minutes, mais pour Vox Pop, qui est le magazine européen. Que vous regardez. Bah écoutez, c'est très bien. Et je pense que pour le coup, au même titre en fait que n'importe quel débat, vous équilibrez un plateau et puis vous faites en sorte d'avoir toutes les... d'avoir tous les avis possibles. Après, vous avez le droit de ne pas être d'accord sur la manière dont ce plateau est composé, dont ce débat est composé. Mais je dirais, pour défendre mes collègues de 28 minutes, que pour le coup, c'est bien pire ailleurs. Voilà. Et je vous trouve quand même plutôt sévère. Après, bien entendu, vous ne pourrez jamais avoir, et ça je le dis clairement, un média qui vous ressemble complètement. Enfin voilà, ça n'existe pas. C'est-à-dire que il vous arrivera certainement peut-être aussi de vous énerver sur un article du Monde diplomatique. Je ne sais pas, moi ça m'arrive. Mais je pense que ça là-dessus, vous ne pourrez jamais, à mon sens, trouver quelque chose qui vous corresponde complètement. Et il est logique aussi que quand on est 28 minutes, quand on est Vox Pop sur Arte, eh ben, on donne la parole à des gens avec lesquels vous n'êtes pas d'accord. Voilà, parce que c'est aussi ça le débat. C'est pas de toujours entendre quelque chose en fait qui va juste vous conforter dans ce que vous croyez déjà. Voilà. Et je pense que là-dessus, en fait, pour le coup, Arte, comme je suis pour le coup assez fière de ce que moi j'ai pu faire sur les chaînes parlementaires auparavant, en termes de pluralisme, il n'y a pas grand-chose à en redire. Voilà. Donc, est meilleur sur la chaîne parlementaire que sur... Pardon, comme l'heure tourne et qu'il y a d'autres interventions, on va essayer d'éviter les apartés. Voilà. Et du coup, donc le pluralisme, il est quand même là. Et pour vous répondre, monsieur, sur le Canard enchaîné, Mediapart, Alternative économique, bien sûr qu'il a la place du citoyen. Et on le disait, pardon, vous êtes là. Et on le disait sur cette idée de fondation. Et il y a une place à faire. Et pourquoi Mediapart fonctionne? Parce que tout bêtement, ils sont sur un créneau qui leur permet en fait de sortir des choses. Voilà. Et parce qu'ils ont... L'indépendance, ça a un coût. Le Canard enchaîné paye extrêmement bien ses reporters. Ce sont les journalistes les mieux payés du secteur de la presse, soyons clairs. Donc l'indépendance, elle a un prix. Et aujourd'hui, en fait, si vous n'achetez plus le journal, si effectivement on considère que la presse doit être gratuite et que vous pouvez lire toutes les informations gratuitement sur Yahoo Actualité, faut pas s'attendre en fait à avoir des choses absolument fondamentales, quoi. Voilà. Donc oui, le citoyen a deux rôles, qui est d'une part en fait de continuer à sortir de l'argent pour une presse de qualité, d'être comme vous dans des conseils qui permettent en fait cet échange, et pourquoi pas d'inventer encore autre chose. Mais de toute façon, Internet le fait, et l'exemple de Mediapart
et le symbole de tout ça. C'est-à-dire que la place du citoyen, elle est au cœur. Voilà. Malheureusement, ce n'est pas encore le cas assez, je pense, que ce soit à la télévision, à la radio, etc. Mais de toute façon, ça va finir par arriver. Le citoyen est au cœur de dispositifs. Le tout, c'est qu'il faut que le citoyen prenne cette place. Voilà. Et, pardon, hein, c'est pas une insulte ici, je ne voudrais pas être grossière, mais regardons l'âge moyen de cette salle. Et je m'inclus là-dedans. Voilà, la problématique, elle est aussi là. Comment faire en sorte que les plus jeunes, en fait, finissent par comprendre que l'information a un coût, alors qu'elle soit sur Internet ou ailleurs, mais il va falloir aussi qu'on travaille là-dessus, et on est très en retard. Voilà. Merci. 3 dernières questions. Il y avait monsieur. Voilà. Monsieur. Bonjour, merci. Je me suis senti interpellé à 2 reprises par vous, Nora, puisque vous avez parlé de l'affaire de la chemise arrachée. C'est pas la peine que je précise d'où ça s'est passé, tout le monde en a entendu parler, et puis de détournement d'avion, donc à double titre. Je voulais dire que finalement il y avait un conflit, il y avait des raisons pour qu'il y ait un conflit, mais d'une affaire finalement qui est un concours de circonstances. Il y avait un CCE qui se tenait dans la salle, j'étais dans la salle. Un délégué qui harangue les collègues en disant « voyez, les responsables sont là, etc. » Le patron d'Air France qui se barre par une porte dérobée, et le DRH et son collègue qui se retrouvent sur l'esplanade où sont là tous les salariés. 4 collègues avinés qui tirent la chemise, et c'est devenu un symbole. Et finalement, le problème qu'on a eu, enfin que je ressens encore maintenant, c'est qu'on n'a plus finalement parlé des causes du conflit, mais c'est devenu, faut-il légitimer la violence, etc., comme si les 2000 personnes qui étaient réunies sur l'esplanade étaient tous des mecs hirsutes prêts à en découdre. C'était pas ça du tout. Donc extrêmement compliqué de rendre compte d'un conflit et d'une situation sociale. Je l'ai vu dans d'autres reprises. Quand la presse s'empare de ça, même si une partie de la presse peut être bienveillante à notre endroit, mais on a l'impression, quand on est dans l'entreprise, que les sujets nous échappent. Et puis il y a une telle, effectivement, déferlante d'informations sur le net, que c'est difficile, effectivement, de faire valoir les points de vue un petit peu plus factuels, quoi. Mais je dirais qu'il y a aussi... Vous parliez tout à l'heure de la nécessité pour chacun de s'approprier finalement l'information à son niveau et de répercuter l'information. Il y a une vidéo qui a pas mal tourné en interne, c'est une vidéo d'une déléguée CGT qui était à l'intérieur du CCE et qui s'adresse au DRH de l'époque et qui a pas mal tourné, qui a contribué quand même à contrebalancer avec un écho moins important, certes, que la presse Internet, et qui a contribué à contrebalancer la réalité de ce qu'on pouvait voir sur tous les écrans. Merci. Monsieur, je peux prendre, oui. Oui, bonjour. Moi, je suis membre du Club de la presse des Grenoble et du Désert depuis une bonne trentaine d'années. Et dans mon activité de responsable du club pendant longtemps, j'ai accompagné beaucoup de jeunes sortis des écoles de journalisme, enfin de l'école de journalisme de Grenoble et de Sciences Po. Et ce que je constate aujourd'hui, surtout depuis une bonne dizaine d'années, c'est la très grande précarité de tous ces étudiants qui sortent de formés, qui sortent des écoles. Que ça fait presque... Enfin, ça fait mal de voir ça déjà. Ceux qui arrivent à trouver un travail, c'est pigistes, freelance, maintenant ils se mettent en auto-entrepreneur à 1 000 € par mois, quand ils y arrivent. Et la moyenne de ces jeunes gens, parce qu'on fait des recensements dans le cadre de nos AG, c'est même pas 1 200, 1 300 € par mois, quand ils arrivent à trouver des jobs. Et donc, il y a c'est vrai, cette sélection sociale à l'entrée de la fac, et notamment à Sciences Po, mais l'origine sociale n'est pas forcément déterminante dans le concept idéologique et le travail et l'approche de terrain de ces journalistes, parce que beaucoup vont travailler à France Bleu, vont travailler à France 3, vont travailler dans les journaux de proximité quotidiens comme le Dauphiné Libéré, ne sont pas forcément des vecteurs idéologiques de la pensée dominante du capital financier dominant et de ses objectifs.
il y a beaucoup plus d'humanisme et de pensée progressiste dans les milieux, parmi ces étudiants. Et aussi la question que je me pose, c'est dans le cadre de la réunion d'aujourd'hui, nos causes communes, c'est qu'est-ce qu'on va mettre dans le pot commun lorsqu'on va avancer pour avancer avec des partenaires pour construire un programme alternatif qui donne de l'enthousiasme et qui donne du crédit à ce qu'on peut faire comme renouvellement de la pensée dominante et de la pensée politique aujourd'hui, parce qu'il faut bien dire aussi que les jeunes d'aujourd'hui, avec le quinquennat qu'on vient de subir, à la fois pitoyable et pathétique de relancement cynique, les jeunes gens sont un peu aussi déroutés de ce que c'est qu'un gouvernement de gauche et de sa mise en œuvre. Et donc il y a aussi là à redonner du crédit à la politique pour que la jeunesse aussi s'enthousiasme par rapport au projet politique. Et c'est à mon sens, ce que je dirais aujourd'hui, c'est que faire pour avoir un grand pôle public de l'audiovisuel et de la presse, que faire aussi pour financer la presse d'information écrite et sa diffusion, parce qu'il y a des remaniements. Enfin, moi j'ai un kiosquier, il pleure, il va fermer d'ailleurs. Il s'en sort plus avec les ristournes qu'il a dans les nombres de journaux vendus, les NPP qui évoluent. Donc que faire aussi pour avoir une distribution logique et pour soutenir, pourquoi pas, les petits marchands de quartier? Parce que je suis d'accord avec le monsieur, moi je lis 4 journaux par jour, c'est mon métier depuis toujours. Mais maintenant, le dimanche matin, je les trouve plus. Je prends mon vélo, je fais le tour de la ville de Grenoble pour aller jusqu'à la gare, quoi. Voilà, et il y a aussi un problème de cette nature. Donc comment financer les diffuseurs? Comment financer aider les transporteurs? Comment avoir un pôle public de l'information et aussi, donc, qui créerait aussi un contre-pouvoir à la servitude, justement, des médias dominants. Voilà. Bien, on s'achemine vers la fin de cette table ronde. Je voulais remercier les intervenants. Vous avez peut-être un mot à dire chacun, peut-être en réponse aux dernières interventions. Non, mais je vais, comme ça tu clôtures. Alors, effectivement, pour reprendre l'exemple de Air France et donc de cette histoire de la chemise arrachée, il faut savoir en fait que pour le coup, les réseaux sociaux peuvent être aussi presque un contre-pouvoir, quoi. On voit à quel point la vidéo, alors je me souviens plus du prénom de cette jeune femme, mais elle avait été, enfin c'était quelque chose, c'était un arrache-cœur, cette séquence était d'une violence folle. On voyait qu'elle les interpellait, qu'il y avait vraiment de l'émotion dans sa voix, que vous ne pouvez pas ne pas nous répondre, et il y avait ce cynisme en fait enfin c'était terrible. Et je sais que en plus malheureusement elle va pas très bien depuis, et que voilà, donc et ça permet, alors oui, quand vous êtes face au rouleau compresseur des médias, des grands médias, qui eux en fait vont tourner en masse et en boucle sur la séquence Manuel Valls, encadrée en fait par les présidents, le président d'Air France et je crois que c'est le directeur financier. Est-ce que vous pouvez, ça peut rééquilibrer. Et on voit bien aussi à quel point aujourd'hui, quand quelque chose tourne beaucoup sur les réseaux sociaux, les médias sont obligés de s'en emparer. Voilà. Donc de fait, ça ne rééquilibrera jamais complètement, mais c'est une force. Et je pense que c'est quelque chose qu'il faut investir, voilà, sur l'idée de la riposte, entre guillemets. Et pour répondre, monsieur, sur la précarité des étudiants, vous avez raison, tout à fait. J'ai peut-être pas été assez claire, hein, mais je parlais vraiment en fait des médias d'information dits mainstream, c'est-à-dire les médias parisiens qui sont en boucle. Voilà, c'est vrai que sur le terrain, que ce soit quand vous êtes sur le planning de France 3 ou de Radio France et que vous tournez en fait sur les locales, la réalité n'est pas du tout la même que quand vous êtes en fait CDD parce que vous avez gagné un concours et un CDD d'été à France Télévisions et qu'ensuite vous êtes sur la voie royale. Je parlais de cela, hein, c'est clair. Et qu'il y a quelque chose à imaginer. Il y a quelque chose à imaginer de l'ordre en fait de ce que vous faites sur l'accompagnement, de ce qu'on peut faire nous sur des ateliers qui permettent potentiellement à des jeunes gens en fait de s'initier. Oui, il faut faire en sorte en fait d'avoir des groupes publics qui soient financés en fait localement. Cette idée de fondation, je pense qu'il faut la creuser. La remise en cause complète en fait des aides à la presse, ça c'est quelque chose. Moi, je n'en reviens pas en fait que typiquement un canard comme Voici ou Closer en est plus que la Marseillaise. C'est un non-sens. C'est un non-sens complet. On mette en place en fait des structures publiques qui permettent
des jeunes gens de se former gratuitement, que derrière on fasse respecter en fait les règles de base qui font que socialement, non, il n'y a pas d'auto-entrepreneuriat quand on est rédacteur, sans vous parler après des abus tout simplement de la permittence. Donc les intermittents en fait qu'on finit par embaucher par ne jamais embaucher et qui grèvent, qui sont auto-entrepreneurs et qui finissent eux aussi en fait par être dans des situations complètement ubuesques. Pourquoi? Mais parce qu'en fait on ne finance plus rien, voilà. Donc la question des subventions publiques, elle se pose, voilà. Et je pense que je vais sortir, c'est typique, hein, mais est-ce qu'il faut un Grenelle de la presse, faire en sorte de remettre tout à plat? Oui, mais tout ceci se fera aussi avec les citoyens, et c'est peut-être ce rendez-vous-là qu'il va falloir créer. Si on veut aujourd'hui imaginer, dans une vision progressiste, de remettre un peu en ordre tout ce bazar, si vous me permettez l'expression, il va falloir à un moment qu'on remette tout à plat. Voilà, des statuts, au système de rente, à la distribution. Moi, j'habite à Ivry-sur-Seine, je suis collée à Paris, j'ai pas un kiosquier. Je n'ai pas un seul kiosquier autour de chez moi, je ne peux pas acheter le journal. Je suis obligée de passer, et je parle de ça, je suis à 10 minutes à pied de Paris, je dois passer dans Paris. Je n'ai pas d'endroit où acheter la presse. Donc moi je la lis en ligne du coup, voilà, c'est une solution. Alors après je comprends que tout le monde ne souhaite pas le lire sur sa tablette, mais voilà, la question, elle est aussi de comment ce qu'on permet, c'est le Parisien qui avait fait ça du coup, on le trouve dans les stations-service, est-ce que c'est une manière de, peut-être, mais il va falloir de toute façon faire exploser tout ça et c'est comme ça peut-être qu'on va réussir à faire revenir les jeunes gens en fait là-dessus. Et voilà, oui, je suis assez pessimiste en fait, malheureusement. Mais je pense que... Terminez pas là-dessus parce que... Non, c'est terrible. Mais après, ce qui fait que je me dis qu'il y a quand même de l'espoir, parce qu'on est dans une époque de transformation, et les choses sont en train de changer, et dans ces périodes-là, en fait, d'entre-deux, forcément, en fait, c'est toujours assez dur de se dire qu'est-ce qui va sortir de tout ça. Il ne pourra sortir, j'espère, que du bon. Parce que quand je vois aujourd'hui aussi les jeunes en fait, que j'accompagne, leur capacité en fait, à se rebeller, à se révolter, voilà, c'est juste quelque chose qu'il va falloir apprendre, non pas à canaliser, mais à accompagner. Voilà. Mais il y a quelque chose à inventer. Le truc, c'est comment est-ce qu'on l'accompagne en laissant aussi la main. Parce qu'il ne va pas falloir attendre en fait, de ces jeunes qui fonctionnent sur l'information avec nos manières de fonctionner, qu'ils aillent acheter le journal, etc. Ce sera autre chose. Voilà. Et va falloir peut-être aussi qu'on se transforme, tout simplement. Aujourd'hui, les jeunes ne regardent plus la télé, ne l'allument plus. C'est YouTube, c'est des systèmes totalement délinéarisés, c'est Netflix. Écoutez, si demain, en fait, je dois arrêter la télé et passer sur Netflix pour faire des émissions, pourquoi pas, voilà. Mais il va falloir inventer autre chose, et il y a moyen d'inventer autre chose. Vous voyez que vous n'êtes pas pessimiste. Non. Léo. Oui, pour prolonger, en fait, je pense en effet que la question n'est pas de s'arc-bouter sur l'existant, puisqu'on voit bien qu'il y a des transformations qui sont importantes qui sont à l'œuvre. La question, c'est de savoir qui impulse ces transformations. Et pour l'instant, c'est le marché. C'est le marché. Alors qu'on l'a dit, oui, la presse a un coût, oui, l'information, ça s'achète, mais non, ça n'est pas un produit. Et donc, la question qui est réellement posée, c'est qui va réguler les transformations qui sont en cours? Et moi, je pense, et je suis sûr que vous êtes d'accord avec moi, que ça doit être la puissance publique avec l'intervention des citoyens. Ça n'est pas possible de faire autrement. En tout cas, ce qui est fait actuellement vise à faire place nette. À faire place nette. Et ça serait terrifiant pour la démocratie. Alors, je vais très vite, on n'a pas eu le temps d'en parler, mais vous savez, les velléités, l'objectif, c'est de restreindre finalement la liberté de la presse et des journalistes, notamment sur la question du secret des affaires. C'est extrêmement grave, mais ça dénote de quoi? Ça dénote d'une chose qui existe maintenant depuis plusieurs dizaines d'années dans notre pays, c'est que le seul pouvoir qui est inattaquable, c'est le pouvoir du capital. Mais ça aussi, je pense qu'il faut arriver à le formuler clairement. Et ça m'amène à une chose, je vous en conjure, ne dites plus les médias. Ne dites plus ça. Vous qui êtes des militants progressistes, supportez-vous quand
des citoyens disent les politiques. Bien sûr que non, pour vous ça vous choque. Et moi ça me choque quand on dit les médias, pourquoi? Parce que ça jette un voile démagogique sur la réalité. Moi je vous exhorte à dire les médias dominants. Les médias dominants. Parce qu'il y a un rapport de domination sociale, idéologique et évidemment économique. Je vais très vite. Mais effectivement, on vous a décrit un tableau qui est noir. Mais moi, c'est pas le message que je veux délivrer aujourd'hui. Moi, je pense qu'il faut qu'on regarde la réalité en face. Parce que sinon, on passe à côté. C'est sûr. Et la réalité, elle est noire. Mais moi, le message que je donne, c'est un message d'espoir et de combativité. Sinon, vous ne seriez pas là dans cette salle. Sinon, on ne se serait pas levé très tôt pour venir vous en parler. On y croit à ce métier. Vous croyez au progrès. Et bien, je pense que la question fondamentale des prochaines années, c'est l'intervention de tous, et l'intervention la plus large pour garantir ce droit fondamental qui est le droit à l'information. Merci beaucoup Nora, merci beaucoup Léo de montrer ce visage d'un journalisme citoyen, acteur de la vie démocratique, de la promesse républicaine, puisque c'est ce à quoi nous travaillons ce week-end. Merci encore et vous voyez que finalement c'est de l'optimisme que vous insufflez à nos débats. Merci beaucoup. Merci de la qualité des échanges.